Monsieur Doyen Simondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Chopin, c'est un réel plaisir de me retrouver encore une fois avec vous sur ce plateau fantastique que vous animez tout le temps. Et je voudrais saluer tous les millions de téléspectateurs d'Afrique Média qui sont partout dans le monde. Et particulièrement tous ceux qui soutiennent le combat que mène Afrique Média depuis des décennies. Je voudrais ici profiter pour dire sincèrement merci à tous ceux qui nous soutiennent pour ce combat pour lequel on a passé tout le temps à lutter ensemble. Certains nous ont traités d'aboyeurs. Bon, heureusement, on a tellement aboyé que l'AES a compris nos aboiements. Et il faudrait que les gens sachent que quand tu es dans ta maison, tu as un problème, tu cries, c'est pour que le voisin vienne te donner un coup de main. Je pense que l'Afrique a compris et on est en train de surveiller enfin pour mettre un terme à ce dictat qu'on nous a imposé depuis la nuit des temps. Parce que, encore cette histoire de France, vous savez, dans le mot France, il y a souffrance. Donc, quelqu'un qui se met avec la France doit être celui qui va subir la souffrance pendant toute sa vie. Donc, il est temps de mettre un terme à cette histoire. Parce que vous voyez, par exemple, l'AES qui a mis un terme à cette histoire. Regardez le développement de l'AES. Je suis très heureux de voir que l'Afrique a pris l'engagement de se libérer totalement de cette colonisation modernisée qu'on a mis en place. Merci encore une fois de m'avoir invité, Madame Capelli. Merci infiniment d'être là. Ça fait un bon bout, hein? Ah oui, Madame Monsieur Capelli. Simondé. Vous savez, il fallait qu'on se repose un peu. On a passé tout le temps à aboyer comme on nous a traité tous les noms, mais c'est un plaisir de me retrouver encore en train d'aboyer pour libérer l'Afrique, parce qu'il n'y a que ça à faire. Et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau Merci de Face à l'actualité. Vous êtes écrivain, mais également panafricaniste, promoteur du Made in Cameroon. Made in Africa. Made in Africa. Tout à fait. Oh, all right, thank you so much. D'autres invités dans le Zoom. Nous avons donc l'honneur, une fois de plus, d'accueillir un invité que vous connaissez très bien, Monsieur Dimi Daledo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Céleste, bonsoir à tout le monde. Toujours un plaisir d'être avec vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et j'espère que votre santé se porte bien. Nous allons bien, nous allons très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dimi Daledo. Vous êtes analyste politique, activiste. Et peut-être désormais, il faudra qu'on dise que Monsieur Dimi Daledo est panafricaniste. Notre invité toujours dans le Zoom, Monsieur Adama Inas. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, le temps de permettre à Monsieur Inas peut-être d'activer son micro, alors de bien se positionner pour que la liaison soit bonne avec ici au plateau central. Un autre invité, professeur Tapé Groubera. Merci d'être là. Je salue la direction d'Afrique Média, les caméramans et les techniciens qui permettent à ce que cette émission puisse avoir lieu. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs, pour certains certainement qui utilisent Afrique Média comme une radio, à tous les nombreux panafricains, tous les démocrates du monde, tous ceux qui aspirent à ce qu'il y ait une paix durable, une paix humaine, tout cela je les salue, et sans oublier tout ce que vous avez présenté avant moi, et tout ce que vous allez présenter, c'est-à-dire tous ceux qui font partie du panel. Merci pour l'invitation. Merci, professeur Tapé Groubera. Vous êtes écrivain, chercheur, historien, panafricaniste. Merci encore d'être là. Monsieur Fortifi Lushima, vous êtes leader panafricaniste congolais, dirigeant du Front souverainiste congolais, les gardiens de la souveraineté congolaise. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. C'est un honneur et un bonheur pour moi d'être présent aujourd'hui, de participer à cette émission aujourd'hui, parce que cette émission représente pour nous le centre de gravité de la réflexion panafricaniste au sein du continent. Mais c'est surtout un honneur de joindre ma voix à celle de tous les panafricanistes qui sont maladivement et jalousement attachés à la question de la souveraineté africaine. Et je salue tous ceux qui participent au panel en ce moment. Merci beaucoup d'être là. Peut-être Monsieur Adama Inas et des autres. Bonsoir. Tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir à toute la galaxie panafricaniste et bonsoir à mes co-panélistes, à tous les techniciens d'Afrique Média et aux dirigeants. Mes hommages également au ministre des Affaires, au ministre de la Justice de l'AES,
qui ont émis un communiqué de presse de soutien à tous les panafricanistes harcelés de par le monde à cause de leurs convictions et de leur rôle d'éveil de conscience. Et c'est un honneur d'être parmi ces éminents analystes et sur votre plateau. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci une fois de plus d'être là. Vous êtes le chargé de la communication de Planète des jeunes panafricanistes pour le Burkina Faso. Alors, je commence par vous, doyen Simoundé. Est-ce que cette rencontre Diomaye Faye, Macron augure donc une reconfiguration des rapports de force ou alors un rééquilibrage des relations? Madame Capel, je voudrais répondre à cette question par un proverbe. Vous savez, si un caméléon décide de mettre le pantalon, c'est qu'il sait là où il va mettre sa queue. Je reprends pour les Africains qui comprennent le sens de ce que c'est un proverbe. Si un caméléon décide de mettre un pantalon, c'est qu'il sait là où il va mettre sa queue. Le président Diomaye Faye, ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un imbécile. Ce sont des gens qui ont passé tout le temps à se battre pour arriver là où ils sont. Donc je ne pense pas qu'il peut poser un acte pour commettre des erreurs qu'il a évitées pendant des années de combat. Et ceci dit, je voudrais donner un autre proverbe qui dit: un champion ne naît pas dans le confort, mais dans le feu des combats. Un champion ne naît pas dans le feu des combats. Donc c'est dire que le président Diomaye Faye, qui est en train d'aller en France, que les gens ne se trompent pas, il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a 2 mois, ils ont décidé de sortir, d'enlever les bases militaires françaises au Sénégal. C'est dire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et de plus en plus, je suis convaincu que le Sénégal est en train de se rapprocher progressivement de l'AES. Parce qu'aucun chef d'État africain aujourd'hui, du précaré français, ne peut tolérer ce qu'on a vécu pendant plus de 100 ans d'une pseudo-indépendance. Ce n'est pas possible. Et je voudrais ici dire à beaucoup d'Africains que on ne berce pas un enfant. Ça, c'est un proverbe toujours. On ne berce pas un enfant avec le chant du deuil. On ne berce pas. Donc, il faut éviter de tenir des langages insultants auprès du Sénégal parce que ce sont des gens qui ont mené une bataille épique et qui ont réussi à s'imposer de par le travail qu'ils ont fait pendant des... Vous savez ce qu'ils ont subi comme travail. On a fait des débats ici sur ce plateau pour expliquer, pour montrer le sens de la bataille de ce peuple sénégalais qui a réussi à s'imposer à travers l'Occident. Donc je dis encore une fois, félicitations, et je suis convaincu que la démarche que le président Faye est en train de faire, il n'y a rien à le lui reprocher. Au contraire, il a le soutien de tous les vrais panafricanistes qui ont le sens du combat de libération. Parce que ce n'est pas parce que hier tu étais avec quelqu'un, tu t'es mis contre lui qu'il va te dire viens, tu ne vas pas venir. Tu vas par exemple pour essayer de sonder parce qu'il vaut mieux être à côté de ton ennemi pour mieux l'embrasser. Parce que s'il prend des distances, s'il ne va pas pour voir quel est le degré de piège qu'on veut lui mettre en place, il ne saura pas exactement ce qui se passe. Parce que le départ, même si le sens géopolitique du président Faye au Sénégal, en France, peut être une raison pour aller tester un peu le niveau d'estime ou bien de problèmes qu'il peut avoir avec les Français et savoir exactement comment est-ce que les Français peuvent les recevoir après le coup qu'ils ont mené au Sénégal. Donc moi, je ne suis pas contre ce qu'il a fait là-bas et je suis convaincu qu'ils vont s'en sortir après cette histoire de la décision qu'ils ont prise de se libérer totalement de leur appartenance au précaré français. Mais cependant, il faudrait que les pays africains sortent rapidement du franc CFA. Ça, on va en parler parce qu'il y a encore le temps. Je donne l'occasion à mes partenaires que je salue tout à fait, qui sont la bienvenue parce que je suis très heureux de me retrouver avec des éminents chercheurs comme ça sur le plateau de l'Afrique Média. Merci encore une fois. Alors, Monsieur Jimmy Dalédo, vous avez très bien suivi l'intervention de Monsieur Simoundé. Pour lui, le président sénégalais est dans une démarche noble, celle de libérer véritablement le Sénégal. Et argument mis sur la table, c'est donc cette rétrocession, ou alors cette fermeture des bases militaires françaises il y a 2 mois au Sénégal. Mais il faut quand même le souligner que selon certains analystes politiques, c'est une pure façade. Le président sénégalais n'est pas dans cet élan. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler donc d'une démarche? Est-ce que le Sénégal, selon vous, est dans une démarche de réaffirmation de sa souveraineté? Écoutez, je pense que le président Diomaye Faye met en application un principe qu'Ho Chi Minh, vous savez, Ho Chi Minh, le libérateur de l'Indochine française,
lorsque l'Indochine était colonisée par l'impérialisme français. Ho Chi Minh disait, je cite, « C'est au cœur du monstre qu'il faut aller pour comprendre son fonctionnement », en parlant de l'impérialisme français. Et je pense que M. Faye est un homme politique très intelligent, très diplomate, plutôt en avance, très en avance sur le terrain politique. C'est pas pour rien que le peuple sénégalais l'a élu à la tête du pays. Et je pense qu'il s'est déplacé au cœur du monstre, au cœur de l'impérialisme français, pour sonder son état d'esprit. C'est un indice de mesure pour M. Faye. Il veut voir où est-ce qu'ils ont, comment la diplomatie française se présente, comment elle va la réaction de la diplomatie française face à ce Sénégal qui a opté pour une autre trajectoire politique. Parce que vous comprenez, lorsque l'impérialisme français dit qu'il veut parler avec les Africains de donnant à donnant, de gagnant à gagnant, on ne peut pas le croire. Puisque depuis le début, nous le savons, l'impérialisme français n'a eu de cesse de massacrer les différents peuples africains, et on sait que l'impérialisme français est un des plus violents du monde. Et il l'a démontré. On peut en prendre plein des exemples. Et je pense que cette tentative de recolonisation de l'espace sénégalais par les capitaux français, parce que c'est ça dont on parle en fait. La France a besoin de conserver le peu de capital qu'elle a d'implanter au Sénégal, et elle veut exporter d'autres capitaux au Sénégal. Et c'est pour ça qu'elle se cache sous des termes, sous une sémantique présentable, mais qui peut cacher une nouvelle forme de colonialisme. Lorsque M. Macron parle de rééquilibrage, je pense que rééquilibrage peut rimer avec une nouvelle forme de colonisation. Il faut faire très attention parce que il faut rester rationnel. Je pense nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes là pour donner un avis aux différents peuples d'Afrique. Le Sénégal est dans une situation financière compliquée. Il est endetté à hauteur de 118% de son PIB, et qui plus est, il a le FMI. Le FMI a toujours mis la main basse sur le Sénégal. Le FMI est toujours là. C'est une institution internationale particulièrement puissante, nous le savons tous, et elle a encore la main basse sur le Sénégal. Donc, M. Faye est face à une contradiction. D'un côté, la nécessité de développer, redresser l'économie sénégalaise, alors qu'il en a toutes les capacités, notamment au niveau des matières premières, au niveau des moyens de production, l'intelligence sénégalaise. Tous les éléments sont réunis pour se sortir de ce pétrin financier. De l'autre côté de la contradiction, un impérialisme français encore dominant, même s'il s'effondre face à un nouvel ordre mondial multipolaire, mais il a encore des restes, notamment au niveau de sa gestion du capital et son expérience dans la gestion des capitaux et son expérience de la violence. C'est ce qui maintient l'impérialisme français, c'est ce qui les maintient la tête hors de l'eau. Et en fait, et ça, il est face à cette contradiction. Je crois que M. Faye a très bien compris le monde qui l'entoure. Il a très bien compris que le nouvel ordre mondial multipolaire se développe à une vitesse grand V, que les nouveaux espaces de croissance dédollarisés se développent à une vitesse grand V. Il a très bien compris que l'AES, qui peut devenir une force motrice du nouvel ordre mondial multipolaire, va peut-être ouvrir la porte au Sénégal. Et c'est pas impossible que le Sénégal trouve sa place dans ce nouvel ordre mondial multipolaire. Mais en même temps, s'il est président des Sénégalais, c'est pas pour rien, c'est qu'il a très bien compris que l'impérialisme français, malheureusement, ne le laissera pas faire. On sait que l'impérialisme français et comme l'impérialisme des États-Unis sont capables d'utiliser les pires moyens pour empêcher l'émancipation des peuples d'Afrique. On l'a vu à travers la politique de Kissinger, on l'a vu à travers l'opération Ajax en Iran, on l'a vu à travers les différentes opérations en Afghanistan, et on sait que l'impérialisme nord-américain et l'impérialisme français n'hésitent pas à financer et à organiser des groupes terroristes pour... Alors, le temps de permettre
Ah, c'est toute la, voilà, la subtilité allez-y, de... allez-y. Allez-y, Alors, c'est allez-y. toute la, ouais, alors, c'est toute la subtilité de la diplomatie, voyez-vous, dans un mondial, dans un monde changeant. C'est le fait de marcher sur des œufs. Alors, il faut pouvoir, d'une manière diplomate, il l'a bien fait. Monsieur Faye, quand il arrive au palais de l'Élysée, il est reçu comme un chef d'État. Donc, il met en avant une diplomatie qui est forte, mais en même temps, il sait que il est plutôt fragilisé de par cette position économique. Il faut le dire, l'économie sénégalaise est fragilisée par la main basse de l'impérialisme d'Occident qui a passé, qui a mis qui a mis en exergue beaucoup de velléités pour empêcher le développement, l'essor de l'économie sénégalaise. Donc, je pense qu'effectivement, certaines portes vont s'ouvrir. Moi, je terminerai par là. Surtout, ne pas faire confiance au gouvernement Macron. Nous, le peuple opprimé de France, nous ne lui faisons pas confiance. Et je pense que nos frères sénégalais l'ont très bien compris. Alors, professeur Tapé Groubera, selon Jimmy Daledo, certaines portes vont s'ouvrir. Le président sénégalais sait très bien, hein, je reprends les mots de M. Jimmy Daledo, connaît très bien le monde qui l'entoure, du moins c'est son entourage. Et alors, essayons de revenir même sur une question assez centrale qui constitue quand même, hein, une préoccupation qui demeure. Est-ce que le Sénégal, tel que l'a présenté M. Jimmy Daledo sur le plan économique au niveau de sa santé financière, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sénégal n'a pas les mains liées? Est-ce que ce n'est pas une carte que la France, avec laquelle la France peut essayer un tout petit peu de maintenir son hégémonie au Sénégal? Bien, merci. Tous les pays qui ont été occupés, moi je ne parle pas des colonies, qui ont été occupés initialement par les pays occidentaux, notamment le cas de la France, 15 pays sont restés dans son giron avec ce système du franc CFA. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons 3 pays qui sont sortis, ceux de l'AES, qui utilisent certes le franc CFA, mais qui ne rentrent pas dans la logique france-africaine qui consiste à déposer nos avoirs au Trésor français, à donner 42 tonnes par an à la France pour soi-disant la stabilité et l'équilibre du franc CFA. Donc, je parle de ces 3 pays. Le Sénégal n'est pas dans la même posture que les 3 pays de l'AES. Par contre, reste, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme d'autres pays, dans cette logique. Je vous ai parlé tout à l'heure de 42 tonnes que les pays donnent à la France. Je parle de ceux qui sont du côté comment on appelle, de la BCAO. Donc, je pense qu'au niveau du CEMAC, on doit avoir autre chose, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que, comme nous sommes dans un système capitaliste, c'est-à-dire que c'est les capitaux qui déterminent la suite. Alors, dans ce système-là, celui qui détient la monnaie, celui qui détient les capitaux, c'est lui qui parle et celui qui agit. N'oublions pas que le président Diomaye Faye et son premier ministre ont hérité d'une situation difficile. On a appris plus tard que Macky Sall, le président sortant, avait caché une bonne partie de la dette qu'il avait contractée auprès de du FMI. Donc, c'est des gens qui arrivent et qui découvrent une réalité qui est une forme de faiblesse qui a été créée par les régimes précédents, notamment celui du président Macky Sall. Donc, je pense que ces 2 personnes qui sont aujourd'hui au niveau de l'exécutif, à savoir le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, sont confrontés à une réalité. Et cette réalité leur demande d'être stratèges, de ne pas, je veux dire, brusquer les choses. Parce que n'oublions pas, il faut qu'on évite des comparaisons, comme l'ont dit mes prédécesseurs, parce que la situation des pays de l'AES, ce sont des gens qui sont venus et qui, d'abord, en tant que militants, ont été confrontés à une autre situation. C'est-à-dire, nous avons les pays qui ont attaqué. Même si les autres pays, notamment le Sénégal, il y a introduit cette rébellion casamançaise, mais on sait que c'est une situation qui est entretenue et qui aujourd'hui, je pense, avec ce couple-là, c'est-à-dire le président Diomaye Faye et le président Sonko, ont réussi à calmer cette rébellion.
Mais il n'est pas exclu que ces puissances occidentales puissent utiliser des moyens assez difficiles qui vont envoyer le Sénégal dans une situation où ils vont plus se préoccuper d'une économie de guerre que de tenter d'abord de ramener le curseur à zéro. Ça, il faut qu'on le remarque. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des pays de l'AES, comme ce sont des militaires qui se sont mis dans une dynamique de libérer leur pays, ça marche. Mais si vous prenez des civils et qu'on crée une rébellion, ou bien même on crée, comme ça se passe, des mercenaires qui vont attaquer, par exemple, le Sénégal, ce que je ne souhaite pas du tout, vous allez voir qu'en réalité, avec le fossé qui a été créé par le régime précédent, et en plus, il faut chercher à s'endetter pour pouvoir avoir des armes et pouvoir libérer son pays, vous voyez que c'est une équation assez difficile. Donc, je pense que leur marge de manœuvre étant très limitée, ils essaient à travers une forme de stratégie de tout faire pour qu'effectivement, ils puissent sortir de cette situation qui leur permettrait à un moment donné d'avoir cette autonomie. Donc, il est facile, comme on dirait quelqu'un, de critiquer, mais il faut savoir que quand on est à l'épreuve comment on appelle, de la gestion, pas de 2 personnes, pas d'une famille, mais des millions de familles. Nous avons une population, je pense, qui avoisine les 30 millions de personnes au Sénégal. Alors, il faut être très, 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 très malin et savoir qu'en face, ceux qui sont là-bas ne sont pas des enfants de cœur. C'est M. Macron même, je crois, il y a 2 semaines qu'il a dit, ne sont pas des enfants de cœur, que véritablement, il faut plutôt chercher à se battre pour avoir son autonomie. Donc, je pense que c'est ce que essaie de faire le président du MyFi et son Premier ministre, parce que je pense que ça a été discuté, c'est des choses qu'ils voient, ils sont confrontés à cette réalité, et c'est très, très intéressant de savoir quelle est leur démarche, qui est une démarche, comme je le disais, une démarche qui est véritablement avec des pas qu'il faut regarder pour voir la sécurisation. Maintenant, est-ce que c'est une pure façade? Je ne crois pas, parce que, comme je dis, la critique est facile, et la réalité est là. Le problème qui s'est posé, c'est vrai, peut-être avec les dirigeants du MyFi et Ousmane Sonko, c'est qu'au départ, ils n'ont pas, selon moi, fait l'analyse du système, mais plutôt d'un sous-système. Je m'explique. Dans leur démarche, on les voyait comme, c'est-à-dire que pour eux, j'ai l'impression que le fait que le système Macky Sall soit mis à nu, là, on avait donc devant nous le boulevard pour pouvoir mettre en place le programme. J'ai l'impression que c'est sur ce point-là que je pense qu'il n'y a pas eu une trop grande analyse, selon moi, de cette situation. Or, la contradiction principale n'était pas Macky Sall. Macky Sall n'était que, ou bien son système n'était qu'une contradiction, une des contradictions secondaires. Mais la contradiction principale, l'élément dont il fallait attaquer, c'était, comment on appelle, l'impérialisme français, et je vais dire l'impérialisme occidental, avec sa particularité au niveau du Sénégal et certains pays, l'impérialisme français. Donc, je pense que c'est là, je pense que l'élément, pour moi, il n'y a pas eu tellement d'analyse, mais il faut le comprendre en tant qu'homme politique, on essaie de voir dans un couloir qui a été créé, parce que n'oubliez pas qu'on est dans ce qu'on appelle le système démocratique. Il faut être élu dans des normes qui ont été fixées par l'Occident. Ça dit que nous, c'est ce que nous demandons souvent aux dirigeants africains, c'est d'avoir des normes qui reflètent nos réalités, pas des normes qui ont été imposées de l'extérieur. Les Français, pour la première fois, je rappelle à toute fin utile, qu'il y a eu le vote aujourd'hui, on dit Macron a été élu, ça s'est passé le 23 décembre 1965. Avant ça, il y avait un collègue qui se réunissait et puis on désignait quelqu'un. De Gaulle n'a jamais été élu. La seule fois qu'il a été élu, c'est le 23 décembre 1965. Même quand on parle de, comment on appelle, de la Grèce antique, on faisait du tirage au sort. Donc, il faut que les gens fassent attention. Quand nous prenons même la France, dont aujourd'hui on est en train de parler de la démocratie, soi-disant, jusqu'en 1840, c'était le suffrage censitaire, c'est-à-dire ne votaient que ceux qui ont l'argent. À partir de 1840, on est passé au suffrage universel, mais masculin. Jusqu'à ce qu'on arrive, après la guerre de 1939-1945, c'est là la femme a commencé à voter en Europe et en Occident. Donc, nous devons donc, pour nous, avoir notre propre paradigme à travers lequel nous avons un système de désignation de nos élus. Mais comme c'est un calendrier dans lequel nous sommes, donc pour l'heure, on est obligé de tanguer à gauche, à droite. Moi, je me rappelle un peu le cas du président Laurent Gbagbo, qui, lorsqu'il est arrivé dans le contexte qui était le sien,
était obligé véritablement d'aller avancer un pas ici, un pas à droite pour pouvoir aller. N'empêche qu'on n'a pas, on ne l'a pas laissé gouverner, on a créé déjà en 2002 une rébellion. Vous voyez, c'est toutes ces expériences dont je pense que se sont inspirés le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko pour dire qu'il faut aller doucement, mais on est ferme sur ce qu'on fait comme demande. Ce n'est pas, vous savez que le président Diomaye Faye était du 20 au 22 au Japon, mais à l'époque, si vous imaginez que ce aurait été M. Macky Sall, lorsqu'il finit la réunion, automatiquement, il vient d'abord rendre compte à M. Macron avant de rentrer. Ce n'est pas la même chose. Quand il finit, il rentre chez lui, il fait le compte rendu à son premier ministre et aux membres du gouvernement. Et puis après, peut-être comme les autres veulent qu'il vienne parler des sujets, il va là-bas en visite. Et puis, il ne faudrait pas que nous oublions quelque chose. Les peuples africains ne sont pas les peuples, ne sont pas ennemis, par exemple, des peuples français ou des peuples occidentaux. Il y a des dirigeants qui décident de mener une politique impérialiste à l'encontre des peuples africains parce qu'ils sont dans une logique d'agression, une logique qui est ce qu'on appelle la lutte des races, la lutte des classes et la lutte des continents. Voilà ce qu'il y a parce que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, c'est comme une maman. Une maman, elle aime ses enfants, mais elle aime les enfants des autres. Nous, Africains, on ne rejette personne. On veut que tout le monde soit là, mais malheureusement, les dirigeants occidentaux sont dans une logique d'agressivité. Ils ne veulent jamais prendre quelque chose, le payer normalement. Ils veulent le prendre par la force. Et c'est ça qui pose véritablement problème. Monsieur Fortifi Louchouma, loin d'être une pure façade, le président sénégalais et son premier ministre, du moins les membres du gouvernement, sont dans une démarche donc de réaffirmation de leur souveraineté, se battent pour leur autonomie. Quel est votre regard? D'abord, j'aimerais préciser que critiquer le tandem Sonko et Diomaye Faye ne veut pas dire insulter le peuple sénégalais. Il faut différencier le peuple sénégalais des dirigeants sénégalais. C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte de réconfiguration du système france-africain, du fonctionnement france-africain. Et la France l'a très bien compris. Il faut qu'elle devienne beaucoup plus invisible sur le terrain, comme elle a été visible sur bon nombre de points. Elle est en train d'adopter la stratégie des États-Unis. Quand je parle de la France, je ne suis pas contre le peuple français, je parle de l'oligarchie française en tant que telle. Et c'est important de comprendre l'histoire du Sénégal pour bien comprendre le fonctionnement même des tandems Sonko et Diomaye Faye. Le Sénégal a toujours été l'un des plus grands bastions de la France-Afrique. Le Sénégal a toujours été la base culturelle et intellectuelle de la France-Afrique. Raison pour laquelle vous constaterez qu'il y a peu d'élites africaines, en tout cas d'élites sénégalaises, qui sont détachées à la France. Beaucoup d'élites sénégalaises sont attachées maladivement à la France. Et vous remarquerez avec moi qu'il n'y a presque pas eu de président véritablement panafricaniste et souverainiste à la tête du Sénégal. Et Diomaye Faye et Sonko, depuis très longtemps, en tout cas pendant l'époque du départ de Macky Sall, avaient joué sous la vague souverainiste panafricaniste qui tournait au Sénégal pour accéder au pouvoir. Parce qu'il faut dire le chose très clairement, Diomaye Faye et Sonko ne sont pas de réels panafricanistes. Moi, je les connais très libéraux, alors que nous savons tous la nuance qu'il y a entre le libéralisme sociétal et le libéralisme économique et le libéralisme, et le panafricanisme radical. C'est important de le préciser. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas donner un caractère très extraordinaire à la situation sénégalaise. Il ne faut pas dire que le Sénégal vit une situation extrêmement particulière, parce que tous les pays africains, en tout cas qui sont dans le giron de la France-Afrique, vivent la même situation. Et il faut nécessairement que les présidents, que les dirigeants en tout cas du Sénégal puissent adopter une politique beaucoup plus radicale face à la France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France, constatant qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique, veut se rétrofiler quelque part au Sénégal. Et si les dirigeants sénégalais, parce qu'aujourd'hui on constate que M. Sonko joue au méchant flic, donc parfois il critique la France, parfois
il critique son propre président, et il y a un Diomaye Faye qui joue au gentil flic, qui va rencontrer le français, qui va rencontrer certaines oligarchies occidentales. C'est évidemment ça. Donc, il faut dire au peuple africain qu'on n'est pas, c'est d'ailleurs un proverbe turc qui le dit, on n'est pas un peu enceint, on n'est pas un peu enceinte et on n'est pas un peu souverainiste. La souveraineté s'élit dans la globalité, dans l'entièreté. Et lorsqu'il s'agit de décider de l'avenir de votre pays, il faut que ça s'efface quelque part avec radicalité. Radicalité ne veut pas dire être extrémiste vis-à-vis de la France, mais ça veut simplement dire, parce que radical vient du mot latin radicus qui signifie racine, ça veut dire qu'il faut traiter les choses dans sa racine pour pouvoir faire évoluer le Sénégal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal n'est qu'une pure façade. Il faut dire les choses avec clarté, parce que si le Sénégal, en tout cas le Sénégal de Sonko et de Diomaye Faye, était dans une logique extrêmement souverainiste, je pense que s'allier avec les États de l'AES pouvait permettre à ce que nous puissions régler collectivement ces problèmes. Parce que ces problèmes d'insécurité financière, d'insécurité économique, c'est le même problème que les États de l'AES ont aussi quelque part. Donc, ils doivent choisir entre le nationalisme sénégalais et le panafricanisme, ça veut dire qu'on régler le problème avec une certaine collectivité. Et tant que le président ou les dirigeants sénégalais n'auront pas des positions claires sur les dossiers, je pense que bon nombre d'Africains et bon nombre de panafricanistes continueront de parler d'une pure façade s'agissant des relations france-africaines, en tout cas des relations franco-sénégalaises. Alors, vous parlez d'une pure façade, d'une mise en scène politique. N'est-il pas excessif de le dire, Monsieur Louchima? En quelques mots, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Vous savez rien qu'en lisant le parcours idéologique du tandem Sonko et Diomaye Faye, vous comprenez rapidement les logiciels de leur pensée. Diomaye Faye et M. Sonko sont des libéraux. Ce sont des gens qui croient au libéralisme économique, qui est, il faut le dire, contraire à la tradition économique africaine. Et donc, par essence, ils sont quelque part éloignés de la question de souveraineté fondamentale. Parce que le libéralisme économique, quelque part, priorise l'investissement ou les investissements de privés au lieu de prioriser quelque part une certaine gestion de la collectivité par les originaires. Donc, rien qu'en lisant le parcours idéologique, le parcours intellectuel, parce qu'il faut rappeler que Sonko et Diomaye Faye sont devenus de panafricanistes, de souverainistes, que pendant le départ de Macky Sall, parce que pour chasser Macky Sall, il fallait avoir un discours radical. Pour chasser Macky Sall, il fallait avoir un discours panafricaniste. Et donc, ce sont des panafricanistes opportunistes, il faut le dire. Et je ne pense pas que c'est être trop excessif, mais je pense que c'est simplement être dans une logique de traiter la situation sénégalaise dans sa racine. Le Sénégal est l'un des grands bastions de la France-Afrique et la France ne veut pas lâcher le Sénégal et il faut lire cette situation dans sa globalité, dans sa dimension historique et ne pas lire cette situation rien qu'en faisant quelques analyses sur les réalités actuelles. Il faut être dans une vue beaucoup plus globale plutôt que locale. Alors, vous parlez de panafricanisme. Excusez-moi de rester avec vous. Le temps juste après, je donnerai la parole à Monsieur Adama Inas. Alors, vous parlez de panafricaniste opportuniste. C'est votre point de vue. Nous respectons les avis des uns et des autres. Mais vous savez très bien également que c'est un discours qui a été, du moins, ce sont des propos qui ont été mis en avant ou alors très souvent développés il y a peut-être quelques mois, du moins avant son investiture, lorsque le président sénégalais Diomaye Faye et son premier ministre, beaucoup parlaient donc à ce moment donné de panafricanistes opportunistes, mais aujourd'hui, avec toutes les actions entreprises au Sénégal et bien sûr cette rétrocession, alors cette fermeture des bases militaires françaises, ne pouvons-nous pas donner du crédit ou alors de la sincérité dans les actions? J'y arrive, je vous en prie, j'y arrive. Ne pouvons-nous pas donc donner du crédit ou alors de la sincérité dans le process qu'entreprend le gouvernement sénégalais?
Madame, je veux faire une confidence sur votre plateau. Il n'y a pas longtemps, j'étais en discussion avec certaines autorités russes, avec certaines autorités du monde multipolaire, et elles m'ont confirmé que c'était dans la stratégie française de fermer quelques bases en Afrique. Parce que l'impérialisme français veut rendre sa présence en Afrique beaucoup plus latente que patente. Parce qu'elle sait que plus elle se visibilise en Afrique, plus les populations africaines la détestent. Et donc, quelque part, c'est stratégique pour la France de coopérer avec certains États africains sur la fermeture de certaines bases militaires. Mais lorsque vous allez dans le fond, dans la fondamentalité, la décoration a changé, mais le fond est resté le même. La pièce théâtrale est restée la même. Moi, je pense que si aujourd'hui le Sénégal prend le courage d'associer sa voix avec le pays qui sont aujourd'hui dans la logique de la souveraineté, ils pourront ensemble, collectivement, parce que ça, ne nous trompons pas, ne nous éloignons pas du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est régler nos problèmes ensemble. Si le Sénégal veut régler le problème du Sénégal tout seul, je pense qu'il finira toujours par être dans l'assiette de l'impérialisme français. Le Sénégal doit comprendre que pour régler les problèmes fondamentaux, parce qu'en réalité, on peut parler de particularités, de quelques différences, de quelques nuances, mais en réalité, ils partagent les souffrances communes avec le pays de l'AES. Et donc, la logique de l'action collective doit aussi justement être priorisée dans l'action gouvernementale sénégalaise pour permettre justement la plénitude de la panafricanité. Alors, Monsieur Adama Inas, nous parlons donc de cette actualité concernant le Sénégal en sujet d'accueil. C'est donc avec vous que nous allons refermer cette première thématique. Alors, un rapprochement du Sénégal avec l'AES, est-ce la bienvenue? Je reprends la question, Monsieur Adama Inas. Un rapprochement ou alors une intégration du Sénégal avec l'Alliance des États du Sahel, est-ce que cette intégration sera la bienvenue? Oui, c'est ce que je répondais. Vous avez repris la même question. J'ai dit les États de l'Alliance du Sahel ne rejettent pas un autre pays, mais le souci est de respecter certains critères. Lorsqu'on parle du tandem Diomaye Faye-Sonko comme des panafricanistes, nous, en tant que panafricanistes, nous aimerions vraiment comprendre leur dynamique. Puisque avant de prendre le pouvoir, ils avaient les discours panafricanistes jusqu'à ce que Sonko déclare que lorsqu'il aurait le pouvoir, il envoyerait un contingent au Mali pour soutenir le Mali. Mais à leur arrivée au pouvoir, rien n'y fit et on voit parce qu'ils ont décidé de fermer les bases militaires françaises au Sénégal, on pense qu'ils sont panafricanistes. Je ne serais pas trop radical, mais pour nous, lorsque on ne veut pas, on dit non. Quand Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, combien de fois il a rendu visite au président Macron en France? Combien de fois il a dit à haute voix à Mondo Vision qu'il aimerait que les États de l'AES reviennent à la CEDEAO, tout en sachant que les États de la CEDEAO s'étaient même préparés pour attaquer un des États de l'AES. Combien de fois Diomaye Faye a été le troubadour pour ramener les États de l'AES sous la domination impérialiste? Ce que on doit comprendre, moi je ne vais pas qualifier parce que lorsqu'on dit que la critique est facile, souvent l'on critique pour amener nos dirigeants à voir autrement, puisque eux en tant qu'élite, étant submergés par la réelle politique, il y a certains pans de la réalité peut-être qu'ils ne cernent pas. Et nous, de l'extérieur, avec nos critiques, peut les interpeller et pouvons les interpeller pour les amener à voir autrement aussi leur manière de faire. Alors,
Lorsqu'on dit que le rapprochement de Diomaye Faye de la France, c'est diplomatique, mais notre président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré l'a clairement dit, la diplomatie, c'est du vrai mensonge. Il n'y a rien de réel dedans. Ce qui se dit à l'intérieur et ce qui se dit devant les médias, ce ne sont pas les mêmes. Combien de fois la France convoque les États dans, je dirais, entre griffes, dans la dynamique france-africaine, combien de fois la France appelle les chefs d'État africains pour aller leur donner les injonctions. Nous avons vu le cas avec Roch-Marc Christian Kaboré ici, lorsqu'on avait voulu passer du CFA à l'ECO, où Emmanuel Macron a demandé aux chefs d'État africains de donner leur bord. Et qu'est-ce qui montre que ce n'est pas aller faire un rapport? Nous voyons fréquemment le cas de Alassane Dramane Ouattara qui, à tout moment, se rend à l'Élysée pour prendre des décisions ou en tout cas pour faire un rapport. Oui, le doyen disait que Diomaye Faye était au Japon, il est rentré chez lui. De toute façon, à la fin, il est allé à l'Élysée pour rendre un rapport. Alors, lorsque l'on regarde également comment les autres États qui étaient sous la domination française ont pu se défaire de cette même domination, ça n'a pas été dans la diplomatie ni dans la fraternité. Ça a d'abord été par des luttes. Lorsqu'on prend le cas du Vietnam et d'autres pays, on ne se débarrasse pas ou on ne se délie pas de l'impérialisme par la diplomatie. La liberté ne se donne pas, ça se conquiert. Si on se comprend très bien. Donc, cette manière de jouer au chat et à la souris avec la France n'est pas la solution au Sénégal pour avoir sa souveraineté ni son indépendance vraie. On peut comprendre que les deux sont venus trouver des situations pas reluisantes avec des dettes colossales et qu'ils sont en train d'expérimenter leur vision en réalisant, bien sûr, on ne dit pas qu'ils ne font rien au Sénégal, bien sûr, ils le font, mais s'ils veulent toujours traîner avec la France pour exprimer leur souveraineté, je pense que c'est peine perdue. Combien de fois la France a joué ce jeu et assassiné des révolutionnaires? Combien de fois la France est toujours revenue par une autre manière pour récupérer les territoires perdus? Regardez le cas de l'Algérie qui à tout moment a des couacs avec la France. Et j'aimerais également qu'on se penche un peu légèrement sur les relations même entre les États, soi-disant déjà souverains et indépendants. Quand vous prenez les relations entre les États-Unis, ce sont des relations de fort et faible. Quand vous voyez entre les États-Unis et la Chine, c'est naturellement des rapports de force. Donc, on ne peut pas négocier sa souveraineté par la diplomatie, mais par des rapports de force. Certes, on peut dire que le Sénégal n'est pas assez fort comme la France, mais si le Sénégal s'impose d'une manière ou d'une autre, avec cette jeunesse qui est éveillée, qui soutient le panafricanisme, qui soutient la souveraineté et l'autodétermination africaine, je pense que le Sénégal pouvait se démarquer de la France d'une autre manière que de faire des défilés de tourisme et de soumission à tout moment à la France. Permettez-moi de le dire, je ne serai pas trop radical, mais je ne pense pas que le Sénégal soit assez panafricaniste pour pouvoir se démarquer de la France par cette démarche-là. Donc, je termine par là. Avec tout ce que je viens de dire, on ne dit pas non à l'intégration du Sénégal à l'AES, mais il y a bien sûr des critères. Les États de l'AES ont clairement chassé d'abord les bases militaires, ensuite les experts techniques internationaux venant de la France et ont rompu d'autres pans de nos relations avec la France, surtout les accords coloniaux. Et aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus endetté par la France et l'utilisation même du CFA aujourd'hui par les États de l'AES montre clairement qu'on ne veut pas et on ne voudrait jamais être sous la domination française. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit que la diplomatie, mais il ne faut pas se laisser lécher par quelque chose qui peut avaler. Depuis plus de 60 ans, la France use de tous les moyens avec ses collaborateurs impérialistes pour soumettre les États africains par plusieurs moyens, par la démocratie, d'ailleurs un terme qui ne s'adapte même pas au contexte africain, par le volet économique en imposant les entrepreneurs français, les investisseurs français sur nos territoires, par nos ressources minières, ils nous pillent nos ressources, tout le monde le sait, et finalement par, comment dirais-je, par la politique et par la diplomatie. Donc, nous ne pensons pas que
c'est une bonne manière. Et en voyant cela, je pense que les États de l'AES restent toujours vigilants par rapport au Sénégal. Ce n'est pas qu'on les repousse. D'ailleurs, nous avons de très bonnes collaborations avec le peuple sénégalais. Ce n'est pas les peuples qui ont les problèmes, mais c'est l'élite. Et la manière de faire nous rend prudents par rapport à leur adhésion. Sinon, ce sera l'idéal que le Sénégal puisse adhérer à l'AES et pour agrandir toute la sous-région pour une évolution en équipe, en africain et aussi avec des valeurs endogènes et des compétences endogènes. Mais malheureusement, les démarches que le Sénégal est en train de prendre ne nous rassurent pas lorsqu'il voudrait s'associer à l'AES. Chers invités, merci Monsieur Adama Inas pour votre intervention qui met un point final à cette première partie. Ce sujet d'accueil donc qui concernait le Sénégal, de cette rencontre entre le président Diomaye Faye et le président français Emmanuel Macron. Vous l'aurez très bien compris, chers téléspectateurs, la position des différents experts, que ce soit ici au plateau central ou alors en multiplex. Alors,